Les théories du complot, épisode 2 les amis, j'espère que le premier épisode que je vais mettre juste ici ou ici vous a plu. Je suis en train de faire un iceberg des théories du complot, tier 1, tier 2, tier 3 jusqu'au 10, et là on va s'attaquer au tier 2. Lors du tier 1, j'ai fait 3 colonnes séparées. Sur celui-là, je vais faire qu'une colonne. Pourquoi? Parce que là je vais faire une opération dans même pas une heure, donc j'essaie de faire vite la vidéo, comme ça vous avez un épisode 2. Donc je me suis dit on va faire quand même un épisode 2 rapide, pour qu'on continue un petit peu cet iceberg qui vous a plu, notamment merci à ceux qui ont commenté, liké et partagé. On continue sans plus attendre, prenez un petit truc à boire, à grignoter, et on est parti pour la vidéo. Les rêves lucides. Le rêve lucide est un état de sommeil particulier dans lequel une personne prend conscience qu'elle est en train de rêver. Tout en restant plongée dans le rêve, la théorie associée affirme que cet état ne se limite pas à une simple activité cérébrale individuelle, mais qu'il permettrait d'accéder à des niveaux de conscience plus profonds, parfois décrits comme des espaces mentaux partagés ou des réalités non physiques distinctes du rêve personnel. Selon les théoriciens, le rêve lucide serait une capacité humaine latente, connue et exploitée depuis l'Antiquité par certaines traditions spirituelles ou initiatiques, mais réduite aujourd'hui à un simple phénomène neurologique afin d'en limiter la portée. Des témoignages concordants rapportent des expériences similaires chez des rêveurs ne se connaissant pas, décrivant les mêmes lieux, entités ou règles de fonctionnement du rêve lucide. Pour les partisans de la théorie, cette récurrence suggère que le rêve lucide pourrait être une forme d'exploration consciente d'un espace commun plutôt qu'une création purement subjective de l'esprit. MK Ultra. MK Ultra est le nom d'un programme secret réellement mené par la CIA à partir des années 1950, officiellement destiné à étudier les limites du contrôle mental. Dans le contexte de la guerre froide, la théorie du complot associée affirme que ce programme ne se limitait pas à des recherches ponctuelles, mais visait à développer des techniques capables de manipuler, fragmenter ou reprogrammer l'esprit humain à l'aide de drogues, d'hypnose, de privation sensorielle et de conditionnement psychologique. Selon cette théorie, MK Ultra ne serait pas un épisode isolé de l'histoire, mais la base d'un savoir plus large sur la manipulation de la conscience, ensuite intégré de manière plus subtile dans les domaines de la psychologie, des médias, de la propagande et du contrôle comportemental moderne. Une grande partie des documents MK Ultra ont été volontairement détruites avant les enquêtes officielles. Aucun responsable majeur n'a été condamné et les techniques testées se sont révélées réelles et efficaces. Pour les théoriciens, ces éléments suggèrent que le programme n'a pas réellement pris fin, mais qu'il a été discrètement transformé et dissimulé sous d'autres appellations ou méthodes plus acceptables publiquement. L'hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience reconnu dans lequel l'attention d'un individu est fortement focalisée, rendant son esprit plus réceptif aux suggestions. La théorie associée affirme que l'hypnose ne se limite pas au cadre thérapeutique ou spectaculaire, mais qu'elle peut être utilisée comme un outil de manipulation profonde du comportement, de la mémoire et des émotions, parfois sans que la personne en ait pleinement conscience. Selon cette vision, certaines formes d'hypnose moderne seraient intégrées de manière indirecte dans le quotidien à travers des stimuli répétitifs, des images, des sons, des rythmes ou des messages émotionnels diffusés par les médias, la publicité ou le divertissement, créant un conditionnement progressif plutôt qu'un contrôle brutal. L'existence documentée de faux souvenirs implantés sous hypnose, la puissance du conditionnement psychologique et la capacité de l'esprit humain à obéir à des suggestions perçues comme internes soutiennent l'idée que la frontière entre influence, persuasion et manipulation hypnotique est beaucoup plus floue que ce que la version officielle admet. Les dangers du fluor. La théorie des dangers du fluor affirme que l'ajout du fluor dans l'eau potable, officiellement justifié par la prévention des caries dentaires, aurait des effets secondaires sous-estimés sur le corps humain, en particulier sur le cerveau. Selon cette théorie, une exposition prolongée au fluor pourrait affecter les capacités cognitives, le comportement et certains processus neurologiques, tout en étant imposé à grande échelle sans consentement individuel. Les théoriciens estiment que le fluor ne serait pas uniquement un additif sanitaire, mais un moyen de contrôle chimique doux intégré dans le quotidien, dont les effets seraient progressifs et difficilement perceptibles à court terme. La persistance de débats scientifiques, l'interdiction ou la limitation de la fluoration de l'eau dans plusieurs pays, ainsi que des études suggérant un impact potentiel sur le développement neurologique, alimentent l'idée que les risques du fluor
sans minimiser, voire volontairement ignorer, au profit d'une gestion collective de la population plutôt que d'un choix individuel éclairé. Cicada 3301. Cicada 3301 est le nom donné à une série de messages et de puzzles extrêmement complexes apparus sur Internet à partir de 2012. Ces énigmes combinées cryptographie avancée, stéganographie, références philosophiques, mathématiques et technologies de l'anonymat. La théorie affirme que Cicada 3301 n'était pas un simple jeu, mais une opération intentionnelle visant à identifier et sélectionner des individus possédant des capacités intellectuelles, logiques et analytiques très spécifiques. Selon cette hypothèse, le caractère impersonnel, méthodique et non commercial de Cicada suggère une origine institutionnelle ou para-institutionnelle, cherchant à recruter des profils rares sans jamais révéler son identité. Aucune organisation n'a jamais revendiqué Cicada 3301. Aucun objectif final clair n'a été dévoilé et le projet a cessé sans explication après plusieurs cycles. Pour les théoriciens, cette disparition soudaine, combinée à la sophistication des énigmes et à l'absence totale de monétisation, renforce l'idée d'un recrutement discret mené par une entité inconnue plutôt qu'un simple divertissement en ligne. Code McFly. Le code McFly est une théorie selon laquelle la trilogie Retour vers le futur contiendrait des messages codés, symboliques ou prédictifs concernant des événements réels à venir. Le nom vient du personnage de Marty McFly, utilisé comme point central d'une narration qui, selon les théoriciens, ne serait pas anodine, mais structurée autour de dates, de symboles et de scénarios récurrents liés au temps, au pouvoir et aux élites. La théorie s'inscrit dans l'idée plus large du predictive programming, selon laquelle le cinéma et la culture populaire prépareraient psychologiquement le public à accepter certains événements futurs en les présentant d'abord comme de la fiction. Les partisans du code McFly soulignent des coïncidences troublantes entre certaines scènes, dates ou symboles des films et des événements réels survenus des années plus tard. Pour eux, la répétition de ces événements, de ces éléments, ne relèverait pas du hasard, mais d'un conditionnement progressif de l'imaginaire collectif, rendant des changements majeurs plus acceptables lorsqu'ils se produisent dans la réalité. Radiesthésie, je ne sais pas si je le prononce bien. La radiesthésie est la pratique qui consiste à utiliser des outils simples comme des baguettes ou un pendule pour détecter des éléments invisibles tels que l'eau, des objets enfuis ou des champs énergétiques. La théorie associée affirme que ces outils ne sont que des amplificateurs et que la véritable capacité réside dans une sensibilité humaine naturelle, à des formes d'énergie ou de vibrations encore mal comprises par la science moderne. Selon les théoriciens, cette faculté aurait été connue et utilisée depuis l'Antiquité, notamment pour la localisation de ressources, mais aurait été progressivement discréditée afin de préserver une vision strictement matérialiste du monde. Des utilisations historiques documentées, y compris dans des contextes militaires ou industriels, ainsi que des résultats jugés troublants par des partisans, alimentent l'idée que la radiesthésie n'est pas une simple superstition, mais une capacité humaine marginalisée, car difficile à mesurer, à contrôler et intégrer dans un cadre scientifique classique. L'amiral Byrd, expédition polaire. L'amiral Byrd était un officier et explorateur américain ayant mené plusieurs expéditions officielles en Antarctique au milieu du XXe siècle. La théorie du complot associée affirme que certaines de ces missions, notamment l'opération High Jump, auraient permis de découvrir des territoires, des technologies ou des formes de vie inconnues, volontairement dissimulées au public pour des raisons stratégiques et politiques. Selon cette théorie, l'Antarctique ne serait pas seulement un continent glacé et inhabité, mais une zone hautement sensible, dont l'accès et les informations seraient strictement contrôlés afin de préserver des secrets majeurs liés à la géographie réelle de la Terre ou à des civilisations cachées. Des déclarations ambiguës attribuées à l'amiral Byrd, des journaux de bord controversés, la présence militaire massive lors de certaines expéditions et le statut juridique très particulier de l'Antarctique alimentent l'idée que cette région renferme des éléments jugés trop importants pour être révélés au grand public. Le contrôle climatique. La théorie du contrôle climatique affirme que certaines puissances disposent de technologies capables d'influencer ou de modifier artificiellement les conditions météorologiques. Officiellement, les recherches dans ce domaine visent à mieux comprendre l'atmosphère, prévenir les catastrophes naturelles ou améliorer les communications, selon les théoriciens. Ces technologies auraient toutefois été détournées à des fins militaires, économiques et géopolitiques.
Dans cette vision, la météo ne serait plus un phénomène uniquement naturel, mais un outil stratégique permettant de provoquer sécheresse, tempêtes ou perturbations climatiques ciblées, tout en restant difficilement attribuable à une action humaine directe. L'existence de programmes scientifiques et militaires réels liés à l'atmosphère, comme le projet HARP, l'opacité entourant certaines recherches et des coïncidences entre expérimentations technologiques et événements climatiques extrêmes alimentent l'idée que le contrôle de la météo serait non seulement possible, mais déjà partiellement opérationnel sans reconnaissance officielle. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une organisation initiatique ancienne, officiellement présentée comme une fraternité philosophique et humaniste fondée sur des valeurs morales et symboliques. La théorie du complot associée affirme qu'au-delà de cette image publique, la franc-maçonnerie fonctionnerait comme un réseau de pouvoir discret, influençant les décisions politiques, économiques et culturelles à travers des cercles fermés et hiérarchisés. Selon cette théorie, les loges ne seraient pas de simples lieux d'échange philosophique, mais des espaces où se transmettent des connaissances réservées à une élite, ainsi que des alliances stratégiques invisibles pour le grand public. Le secret des rites et des grades, la symbolique omniprésente dans les institutions modernes et la présence historique de francs-maçons parmi les élites politiques, judiciaires et économiques alimentent l'idée d'une influence réelle mais dissimulée, agissant en dehors des mécanismes démocratiques classiques. Énigme du nombre 23. L'énigme du nombre 23 est une théorie selon laquelle le nombre 23 apparaîtrait de manière anormalement fréquente dans des événements majeurs, des dates historiques, des catastrophes, des découvertes scientifiques et des symboles culturels. Selon cette théorie, cette répétition ne serait pas due au hasard, mais indiquerait l'existence d'un code caché, d'un marqueur symbolique ou d'une structure sous-jacente gouvernant la réalité. Le nombre 23 est ainsi perçu non comme une cause directe des événements, mais comme un signe récurrent révélant une logique invisible ou une forme de programmation réelle. Les partisans de l'énigme du 23 soulignent la récurrence troublante de ce nombre dans des contextes indépendants les uns des autres. Pour eux, cette répétition dépasse le simple biais cognitif et suggère soit l'utilisation intentionnelle de symboles numériques par certaines élites, soit l'existence de schémas universels que l'humanité ne comprend pas encore pleinement. Agartha et le monde souterrain mythique. Agartha est décrite comme une civilisation avancée vivant sous la surface de la Terre, souvent associée à un vaste réseau de mondes souterrains reliés entre eux. La théorie affirme qu'Agartha ne relève pas du mythe, mais d'une réalité ancienne, connue de certaines traditions spirituelles, ésotériques et cultures anciennes, puis progressivement effacée de l'histoire officielle. Selon cette vision, la surface de la Terre ne représenterait qu'une partie du monde habité, tandis que des civilisations technologiquement ou spirituellement supérieures à nous auraient choisi de vivre à l'abri sous la croûte terrestre, loin des conflits humains. La présence récurrente de récits de mondes souterrains dans des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, combinée à l'exploration extrêmement limitée des profondeurs terrestres et à certaines zones géographiques restreintes d'accès, alimente l'idée qu'Agartha serait une connaissance volontairement classée comme mythologique afin de dissimuler une réalité qui serait dérangeante. Projection astrale. La projection astrale est la croyance selon laquelle la conscience humaine peut se détacher temporairement du corps physique pour voyager dans un plan non matériel, souvent appelé plan astral. Selon la théorie, cette expérience ne serait pas une simple hallucination ou un rêve, mais une capacité réelle permettant à l'esprit d'exister indépendamment du corps, d'explorer d'autres dimensions ou d'accéder à des informations inaccessibles à l'état de veille. Cette idée est présente dans de nombreuses traditions anciennes, spirituelles et ésotériques qui considèrent la projection astrale comme une faculté naturelle, mais oubliée ou volontairement dissimulée dans les sociétés modernes. Les récits cohérents de projection astrale, les expériences de mort imminente et la similarité des descriptions à travers différentes cultures sont interprétés par les théoriciens comme des indices suggérant que la conscience ne serait pas entièrement produite par le cerveau, mais capable d'exister et d'agir en dehors du corps physique. Succubes, je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Les succubes sont décrites comme des entités non humaines qui interagiraient avec les êtres humains durant le sommeil, en particulier dans des états de conscience altérés, comme le rêve lucide ou la paralysie du sommeil. Historiquement associés à des figures démoniaques,
dans les textes religieux, la théorie moderne affirme que les succubes ne relèvent pas du mythe, mais seraient des formes de conscience indépendantes capables d'influencer l'esprit humain et de se manifester à travers des expériences nocturnes intenses. Selon cette approche, ces entités ne seraient pas nécessairement surnaturelles au sens religieux, mais appartiendraient à un plan de réalité différent, accessible lorsque les barrières psychologiques de l'esprit sont affaiblies. La constance des témoignages à travers les siècles, décrivant des interactions similaires, des sensations physiques réelles et des figures presque identiques dans des cultures n'ayant aucun lien entre elles, alimente l'idée que les succubes pourraient représenter un phénomène réel, mal compris et requalifié différemment selon les époques. Philosophie orientale. Les philosophies orientales regroupent des courants de pensée anciens, comme le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme ou certaines écoles yogiques, qui placent la conscience, l'esprit et l'expérience intérieure au centre de la compréhension du réel. La théorie associée affirme que ces philosophies contiennent des connaissances avancées sur la nature de la réalité, de l'esprit humain et de l'univers, volontairement simplifiées, déformées ou édulcorées lorsqu'elles sont transmises au grand public occidental. Selon cette vision, les enseignements les plus profonds ne seraient accessibles qu'à travers des initiations longues et exigeantes, tandis que les visions populaires, diffusées aujourd'hui, ne représenteraient qu'une surface inoffensive de ces savoirs. Le fait que de nombreux enseignements orientaux soient historiquement réservés à des cercles d'initiés, combinés aux similitudes entre concepts de conscience avancée, de non-dualité et d'illusion du monde matériel, alimente l'idée que ces philosophies recèlent une compréhension du réel incompatible avec la vision matérialiste dominante. Néphilims. Les Néphilims sont décrits dans des textes anciens, notamment bibliques et apocryphes, comme des êtres hybrides issus de l'union entre des entités célestes et des humains. La théorie affirme que les Néphilims n'étaient pas des figures symboliques, mais une race réelle ayant existé dans un passé lointain, dotée d'une taille, d'une force ou de capacités hors normes, et ayant profondément influencé les premières civilisations humaines. Selon cette vision, leur existence aurait été volontairement effacée ou transformée en mythe afin de préserver une chronologie officielle de l'histoire humaine et de l'évolution, incompatible avec l'idée d'intervention non humaine dans le développement de l'humanité. La présence récurrente de récits, de géants, de dieux descendant du ciel et d'êtres hybrides dans de nombreuses cultures anciennes, combinée à certaines anomalies archéologiques et à des textes considérés comme apocryphes ou censurés, alimente l'idée que les Néphilims pourraient représenter une vérité historique dissimulée sous forme de mythologie. Les cosmonautes disparus. La théorie des cosmonautes disparus affirme que l'Union soviétique aurait envoyé des astronautes dans l'espace avant le vol officiel de Youri Gagarin en 1961, mais que certaines de ces missions se seraient soldées par des échecs mortels. Volontairement dissimulés au public, selon cette théorie, ces lancements secrets auraient été effacés de l'histoire afin de préserver l'image de réussite technologique et de supériorité idéologique de l'URSS pendant la guerre froide. Dans cette vision, la conquête spatiale soviétique ne serait pas une succession transparente d'exploits, mais un programme marqué par des pertes humaines cachées et une réécriture officielle des faits. Des enregistrements radio amateurs affirmant avoir capté des communications de détresse depuis l'espace, des incohérences dans les archives soviétiques et le secret extrême entourant les premiers programmes spatiaux alimentent l'idée que certains cosmonautes auraient existé, voyagé et disparu sans jamais être connus officiellement. Col du Dyatlov. L'affaire du col du Dyatlov fait référence à la mort inexpliquée de 9 randonneurs soviétiques en 1959 dans une région isolée de l'Oural. Selon la version officielle, le groupe aurait fui sa tente à cause d'un événement extrême, entraînant leur mort par hypothermie. La théorie du complot affirme que les circonstances réelles dépassent largement un simple accident naturel et impliqueraient des facteurs dissimulés ou non reconnus par les autorités. Les éléments troublants incluent une tente découpée de l'intérieur, des blessures internes graves sans traces externes évidentes, des vêtements partiellement manquants et des niveaux de radiation anormaux détectés sur certains corps. Les incohérences entre les blessures observées, l'absence de témoins, la classification partielle des documents à l'époque et la multiplicité d'hypothèses avancées, expériences militaires, tests d'armes secrètes, phénomènes naturels extrêmes ou interventions inconnues, alimentent l'idée que la vérité complète sur l'incident du col du Dyatlov
n'a jamais été révélé au public. Documents déclassifiés. Les documents déclassifiés sont des archives gouvernementales ou militaires rendues publiques après une période de secret officiel. Parfois plusieurs décennies après les faits, la théorie associée affirme que ces documents ne révèlent jamais la vérité complète, mais seulement une version partielle. Filtrer et contrôler des événements destinés à apaiser l'opinion publique sans exposer les responsabilités réelles ni l'ampleur des actions menées. Selon cette vision, la déclassification ne serait pas un acte de transparence totale, mais un outil de gestion de l'information permettant de révéler certaines pratiques passées tout en masquant d'autres jugées trop sensibles ou encore actives. La présence fréquente de pages manquantes, de passages lourdement caviardés, de contradictions internes et de révélations fragmentaires alimente l'idée que les documents déclassifiés servent davantage à encadrer le récit officiel qu'à exposer l'intégralité de la vérité historique. Les invocations. L'invocation est une pratique ancienne visant à établir un contact volontaire avec des entités non humaines, souvent décrites comme spirituelles, interdimensionnelles ou extra-physiques. Contrairement à l'idée populaire de simple superstition ou de folklore, la théorie affirme que l'invocation serait une méthode structurée et fonctionnelle reposant sur des rituels précis, des états de conscience modifiés et des symboles universels permettant d'entrer en interaction avec ces entités. Selon cette vision, ces pratiques auraient été largement utilisées dans l'Antiquité et au sein de cercles initiatiques, puis progressivement discréditées ou diabolisées afin d'empêcher l'accès du grand public à des formes de communication jugées dangereuses ou incontrôlables. La similitude frappante des rituels d'invocation à travers des cultures éloignées dans le temps et l'espace, combinée à des témoignages modernes rapportant des expériences cohérentes et répétables, alimente l'idée que l'invocation ne serait pas une construction symbolique, mais une tentative réelle et méthodique d'interaction avec des formes de conscience extérieures à la réalité humaine ordinaire. Calcification de la glande pinéale. La glande pinéale est une petite glande située au centre du cerveau, connue officiellement pour réguler le cycle veille-sommeil via la production de mélatonine. La théorie du complot affirme que cette glande jouerait un rôle bien plus important. Elle serait un centre de perception avancé, parfois appelé le troisième œil, permettant l'accès à des états de conscience supérieurs, à l'intuition profonde ou à des réalités non physiques. La calcification de la glande pinéale correspondrait à son durcissement progressif avec l'âge, mais selon les théoriciens, ce phénomène serait artificiellement accéléré par l'exposition à certaines substances environnementales, alimentation industrielle, produits chimiques, pollution, afin de réduire les capacités perceptives de l'individu. Les liens établis entre la glande pinéale, les expériences mystiques, les états modifiés de la conscience et sa symbolique omniprésente dans les traditions anciennes, en Égypte, Inde, ésotérisme occidental, alimentent l'idée que la calcification ne serait pas un simple processus biologique naturel, mais un mécanisme indirect de contrôle, limitant l'accès de l'humanité à des capacités mentales et spirituelles plus élevées. Les tulpas, entités mentales autonomes. Les tulpas, ou les tulpas, sont décrits comme des entités créées par l'esprit humain à travers une concentration intense, répétée et prolongée, originellement issue des traditions tibétaines. Les tulpas seraient des formes de pensée si puissantes qu'elles finiraient par acquérir une autonomie partielle, voire une existence indépendante de leur créateur. Selon la théorie moderne, un tulpa ne serait pas une simple imagination, mais une construction mentale capable d'influencer la perception, les émotions et parfois même la réalité physique de la personne qui l'a engendré. Une fois créé, le tulpa pourrait évoluer, agir et résister à la volonté de son créateur. La convergence entre enseignements anciens, témoignages contemporains et études sur la dissociation mentale alimente l'idée que l'esprit humain possède un pouvoir de création bien supérieur à ce qui est admis officiellement. Pour les théoriciens, les tulpas démontreraient que la frontière entre pensée et réalité est plus fragile qu'on ne le croit, et que certaines formes de conscience pourraient naître directement de l'esprit humain. Donc voilà les amis, on va s'arrêter à cette colonne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez des théories, celles auxquelles vous croyez, celles auxquelles vous dites c'est un petit peu trop gros pour être vrai, et laissez-moi le temps juste de finir mon opération, dans même pas 1h30, et dès que je pourrai utiliser bien ma voix, on continuera l'iceberg, et ça sera avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. Ciao tout le monde.